Bienvenue sur la chaîne Basket Session, c'est le 6e CQFR de la semaine, le ce à quoi il fallait répondre. Je suis avec Théo et Shai comme d'habitude. On va répondre aux questions des auditeurs, c'est le principe. Et Shai, je vais te donner tout de suite la parole. Yes, c'est parti cette semaine. Première question de Guilhem qui nous dit « Tout d'abord, je voulais m'insurger contre le manque de traitement de votre part. Quant à la disparition du duo comique iconique de ces dernières années, j'ai nommé Pouzma et Cool. Pas de pleurs ni de cris de colère, j'étais surpris. Pour vous rattraper, je vous suggère de lancer un t-shirt en édition limitée à leur effigie avec la tête des deux Lascars stylisée façon Muppet Show. J'en viens à ma question de vieux. J'ai le même âge que ce cher LeBron et j'avoue qu'avec la perspective de sa retraite, je prends un petit coup de vieux. Comme si inconsciemment j'associe le fait que LeBron joue encore avec le fait d'être encore plus ou moins dans le coup. De votre côté, est-ce qu'une retraite de joueur vous a un jour fait ressentir plus qu'une autre le passage du temps ? Moi, c'est pas une retraite de joueur, c'est au fur et à mesure de me rendre compte que je connais de plus en plus d'assistants coach parce que c'est de plus en plus des mecs que j'ai vu jouer et que j'ai vu jouer durant quasiment toute leur carrière. Donc c'est surtout ça, moi, qui me met le coup de vieux, c'est quand je dis « Ah, mais lui, je le connais, mais c'est Gianni Pargo, mais je me rappelle quand il jouait et tout, et que j'ai l'impression que c'était avant-hier, alors que le mec, ça fait 12 ans maintenant qu'il est assistant coach. Moi, c'est le plus gros coup de vieux, il est là. » Ça m'arrive aussi, moi, ça. Pareil, sur les assistants coach. Ça me fait des petits trucs comme ça. Et pour une retraite, celle de Kobe, quand même, tu te dis, ah ouais, là, c'est une page qui se tourne quand même. Là. Moi, j'ai vu quand même toute sa carrière aussi, ou presque, tu vois, à part les deux premières années. Ça fait bizarre. Ce qui est, moi, c'est plutôt quand c'est des joueurs que tu as vu arriver via la draft et qui prennent leur retraite un peu prématurément, type Blake Griffin, tu vois. Tu l'as connu jeune, tu le vois tout exploser, puis prendre une retraite un peu prématurée. Et globalement, c'est quand les joueurs plus jeunes partent en retraite. Enfin, plus jeunes que moi ou du même âge que moi, en général. Parce que Kobe, même si on l'a vu, entre guillemets, démarrer, moi j'étais petit quand même, mais c'est moins, ça m'a moins choqué que d'autres un peu plus tôt, en fait, je pense. Et moi, à chaque fois, je cite l'exemple, moi c'est au foot où j'ai vraiment... où j'avais eu un peu un choc parce que j'avais vu Thierry Henry, c'était le premier joueur que j'avais ciblé en me disant lui ça va être un joueur incroyable, je le vois démarrer et le voir prendre sa retraite, là ça m'avait mis un vrai coup de vieux. Mais je pense que moi c'est ça qui me fait ressentir à chaque fois les assistants. Ah non, ici il y a aussi quand il y a des enfants de mecs qu'on a vu jouer aussi qui jouent. Ah, ouais. Ça c'est le truc de type je sais Il y en pas. a un paquet, les Gary Trent, tous ces mecs-là. Ah bah, le fils de Gary Payton, Jaren Jackson Cole Jr., Gary Anthony. Payton, ouais, Cole Anthony. Là, ça commence à faire Bronny bizarre. James. Bronny James. C'est ça. On enchaîne avec une question de Cédric. Je viens à l'instant de terminer la lecture d'un article du Guardian listant 7 joueurs NBA du siècle passé que l'on a déjà ou que l'on pourrait prochainement oublier à l'ère d'Internet, donc qu'on pourrait oublier à l'ère d'Internet. La sélection me semble hétérogène, en associant des noms qui sont effectivement, je crois, rarement mentionnés aujourd'hui, comme Adrian Dantley, qui a pourtant enchaîné 4 saisons à plus de 30 points avec des pourcentages rares pour un extérieur, Dave Bing, et d'autres que l'on évoque régulièrement dans les top all-time, comme Alexis Archibald, Bob McAdoo et Mark Price. Je dois en revanche confesser, un peu honteux, n'avoir jamais entendu parler du 7e Jack Sigma, que je découvre machine à double-double adulé à Seattle et qui était en toute fin de carrière au moment où je commençais à suivre la ligue et qui a rejoint le Hall of Fame assez récemment. Ce qu'on peut lire de lui dans l'article ou ailleurs révèle surtout que son jeu a eu un impact profond sur celui de nombreux intérieurs de la ligue par son exemple en tant que joueur ou comme assistant coach, notamment via le Sigma Move. L'article donc n'a pas tort. Ma question en conséquence, quels sont d'après vous les joueurs présents ou passés qui pourraient bientôt être oubliés car ils n'ont pas été assez souvent All-NBA, vainqueurs de trophées ou encore assez spectaculaires mais qui méritent notre attention par l'impact qu'ils ont pu avoir sur le jeu? C'est marrant, Stigma, je l'ai découvert dans NBA 2K. Ouais, dans les équipes Ouais, légendaires. d'accord, dans le Maher. Waouh. Euh, mon époque, je vais le dire comme ça. My era, ouais. Ouais, My Era, où tu peux revenir en arrière et j'ai dit, qui ce mec-là, comment ça, il a 87, il a une bonne note et je savais pas qui c'était. Mais non, mais je pense je sais pas, des Demar DeRozan, des mecs comme ça. Kylo Ren a un titre, mais tous les All-Stars, en fait, on pourrait en citer plein là. Il y en a un Même un gars paquet, hein. comme, même un gars comme Jimmy Butler, je Bah ouais. pense qu'il peut. Parce qu'en fait, les mecs vont regarder ses stats en carrière plus tard. Il n'y a rien qui sortira du lot. Alors que si tu l'as vu jouer, tu sais que pendant quelques années, c'était un des mecs les plus terrifiants. Enfin, je veux dire, avec les runs qu'il a fait, les mecs que les autres voulaient pas affronter, quoi. Donc il y en a certainement plein, effectivement. Ouais.
Ouais, Mais ça peut être. c'est une bonne question parce qu'en fait, c'est à double tranchant. En fait, il y a à la fois, il y a à la fois ça, les mecs qui vont être oubliés, et d'autres où tu vas regarder leurs stats et sans les avoir joués, tu vas dire ouais, c'était quand même un sacré joueur, etc. Alors que toi, quand tu les as vus jouer, tu savais que les stats, elles étaient vides en partie, et c'est jamais Genre majoritairement, mais en partie. André Drummond, genre. Oui, André Drummond, ou même, tu vois, un mec comme Glenn Robinson, par exemple. Mhm. Tu vois, je trouve que si tu regardes ses stats en carrière, elles sont flatteuses. C'était un mec qui était un gros scoreur. C'était pas cadeau de défendre sur lui. Pour autant, tu vois, je le considérerais pas comme ayant été un vrai joueur d'impact dans son prime, en fait. Moins que d'autres Ouais. joueurs de la même époque. Il y a aussi si les mecs en question restent un peu dans le paysage, assistant coach, consultant, ça aide un peu parce que par exemple, j'essaie de réfléchir, mais tu prends Kenny Smith par exemple, c'est pas un joueur inoubliable au sens all-time. Tu vois. Même quand il Il- jouait. Hein. Ouais, je sais. Même si, rappelez-vous, il avait été, enfin, c'est ce que je sais, non, c'était avec Antoine dans la. Oui, un vote de plus que Il y a une saison où il a eu, Olajuwon. il y a une saison où il a eu Ouais. un vote de plus qu'Hakim dans la course au MVP quand même. Mais bon, ça va dépendre. Ouais, ça va dépendre, je pense, aussi du choix qu'ils vont faire de rester ou pas dans le paysage NBA s'ils disparaissent, parce que tous ceux qu'il a cités, et c'est Brian Dentley, Alex English, ils ont eu des rôles peut-être en coulisses dans des franchises ou dans certains médias, mais ils sont pas très visibles médiatiquement. Je pense que ça va beaucoup dépendre de ça aussi. Même si on est à une ère où c'est plus facile de transmettre un peu les histoires et s'appuyer sur des vidéos, machin. Mais tous les mecs que vous avez cités, j'allais replacer Blake Griffin parce qu'au niveau palmarès, il y a rien, mais l'impact, l'impact visuel était quand même fort. Ouais. Mais ouais, il y a un paquet de joueurs. Ouais, parce que ceux qui ont été cités, c'était aussi les tout petits marchés, à une époque où t'avais pas Ouais. Internet, quoi, tu vois, où vraiment, si t'étais pas dans un des très gros marchés, où on t'avait pas vu à la télé nationale plusieurs fois, en plus du All-Star Game, si jamais t'étais pris, bah t'existais quasiment pas. Alex English et Sigma, il y a beaucoup de ça aussi. Hein. Je pense que s'ils avaient été à New York et à Chicago, les deux, ou tu vois, même Adrian Dantley, il y a aussi parce que finalement, il se fait bouger juste au moment où les Bad Boys vont gagner avec l'arrivée de Mark Aguirre, quoi, mais tout Ouais. ça, ça a joué énormément. Aguirre qui sera oublié aussi, hein, en tant que malgré le fait que c'est un champion NBA, mais qui avait fait des stats, qui a scoré et tout, il sera oublié. Ça fait des mecs qu'on Mm. oublie très logiquement. Il y en aura un paquet en fait qui vont être oubliés. C'est le jeu. Question de Flying Flow. Victor Wembanyama étant malheureusement out pour le restant de la saison, qui voyez-vous désormais rafler le trophesseur, pas mal, le trophée de défenseur, le mec va beaucoup trop vite, le trophée de défenseur de l'année, qui lui semblait promis, effectivement. C'est une excellente question. C'est ce qu'on se demandait un peu avec Shai hier quand on enregistrait, enfin jeudi soir quand on enregistrait le CQFR d'urgence après l'annonce de l'arrêt de la saison de Victor Wembanyama, parce que c'est sûr là, il pourra plus concourir pour ce trophée. Et en fait, j'ai l'impression que c'était tellement parti pour que ce soit lui que finalement c'était pas un trophée qui faisait trop débat où il y avait pas des tonnes c'est pas un truc en tout cas moi personnellement sur lequel j'avais trop l'œil du coup parce que je me disais de toute façon c'est plié, c'est lui qui va le prendre quoi qu'il arrive. Je sais pas si vous aviez d'autres joueurs que vous aviez identifiés comme étant à coup sûr dans la course. Bah, il y en a deux, quoi. C'est Jaren Jackson Jr. et Evan Mobley. Je pense que ça peut se jouer théoriquement entre ces deux-là. Euh, Et c'est dur Dyson Daniels aussi avec ses interceptions parce Dyson qu'il est très Daniels très avec haut. ses inspirations, avec ses inspirations, avec ses interceptions, clairement, t'as raison, ouais, c'est le podium là, j'imagine que le podium, tu sais quand ils citent les trois noms, bah ce sera peut-être ces trois-là. J'imagine que Dort sera peut-être un peu plus loin à la marge. Euh, Moi, si vous voulez, je vais aller regarder les cotes chez Bookmaker, hein, vous me connaissez. Vas-y, ouais, c'est qui est le Bon, favori là? là, le favori, c'est Jaren Jackson Jr., juste devant Evan Mobley, qui est juste un peu derrière. Euh, et après, ils sont concentrés sur des membres des équipes qui sont dans le top 5 des défenses collectives, en tout cas sur les stats un peu avancées. Et on a Alex Caruso, Lou Dort, et Shai Gilgeous-Alexander, il est coté chez les bookmakers quand même. Ce serait assez fou. Et Dyson Daniels, vous avez raison, il est troisième chez les bookmakers, à plus 450. Voilà. Ouais, je pense que c'est ça, le podium, ça va être avec, on va savoir l'ordre, mais À, Mobley, Daniels à et plus Jaren 6000 Jackson. en outsider, il y a Amen Thompson aussi. Il paraît qu'il y a un Il mec, mérite mais d'être dans la discussion. Ah, pardon.
Oui, Amen Thompson, ouais, clairement. Les Rockets, d'ailleurs, ont une très bonne défense. Il y a un gars, je pense que c'est pas vrai, mais il y a un gars sur Twitter qui dit qu'il a mis 10 000 dollars sur Wembanyama après l'annonce de la fin de saison en se disant, mais non, mais ils sont obligés. Alors, je pense que c'est du mytho, mais si le gars l'a vraiment fait, il est quand même très con parce qu'il a pas compris le principe de la règle des 65 C'est matchs. ça. Mais il peut porter réclamation parce que il est plus éligible. Donc c'est peut-être que Ouais, s'il l'a fait après, bon, ils ont peut-être pas eu le temps de retirer encore on n'a pas eu le temps directement. de retirer sa cote, ouais, je sais. Bah, il portera réclamation. Après, c'est un peu peine perdue contre les organismes de Paris, mais Après, c'est et un je pense, AS aux États-Unis, hein, je sais pas comment ça se passe, c'est ouais. un Américain. En tout cas, je pense que Jaren Jackson et Evan Mobley, ça va se jouer entre ces deux-là à la fin. On enchaîne. Tiens, restons sur les Cavs. On parlait d'Evan Mobley. Question de Castellar. Pensez-vous à ce stade de la saison que les Cavs ont un vrai shot pour le titre? J'ai mis longtemps à réaliser cette année qu'ils étaient vraiment forts. Et pourtant, je ne vois pas un monde où tu es champion NBA avec deux arrières d'1m80. J'ai beau essayer, je n'y arrive pas. Keep up the good work. Merci à Théo et Pierre Armand pour les suggestions musicales du dimanche. Moi, je pense qu'ils ont une vraie chance, ouais. Je pense qu'ils ont une vraie chance. C'est quand tu fais une saison comme ça et avec les arguments qu'ils ont, ça serait pas mes favoris aujourd'hui si on me demandait qui est favori pour gagner le titre. Mais ouais, je pense qu'il y a une vraie chance, ouais. Ouais, moi, pareil, ça serait pas mes grands favoris. Si on reste sur ces histoires de paris, je parierais pas sur les Cavaliers, mais je pense que tu dois les considérer parmi les 4 favoris pour le titre. Ouais. Mais voilà, mais je mettrais Boston devant, je mettrais OKC devant, je réfléchirais avec Denver, mais derrière, Cleveland est au moins dans les 4. Si tu dis qu'il y a 4-5 équipes, je mettrais Cleveland dans les 4-5 équipes. Moi, j'ai du mal à me dire ils vont être champions. Sauf. Ouais, non. Non, mais par contre, donc ça dépend de. Là, l'intitulé de la question, est-ce que vous voulez vraiment avoir un shot pour le titre? Pour moi, le shot, c'est s'il y a des problèmes ailleurs. Et peut-être que c'est irrespectueux par rapport à la saison magnifique qu'ils sont en train de faire, mais en situation de playoff, et pas que parce qu'ils auront deux arrières d'1m80, hein, mais parce que ouais, j'ai l'impression que Boston est mieux armé, que OKC, Denver, je sais pas, il manque un petit facteur génie ou voilà, un joueur vraiment élite, c'est ce qui me manque un peu chez les Cavs, mais moi je ne demande que à ce qu'il me donne tort et que aille au bout avec ce collectif-là qui est quand même cool. Mais non, moi je dirais pas que je les mets pas avec un vrai shot pour le titre, aussi bizarre que ça puisse paraître, alors ils ont le meilleur bilan de la ligue à l'instant où on enregistre ça. En fait, moi, je leur donnerais un vrai shot pour la finale NBA, Ouais. mais pas forcément un vrai shot pour le titre. Mais moi, je serais pas choqué si Cleveland sortait de l'Est. Parce que j'ai l'impression que sur le papier, alors je contredis pas ce que tu dis, Shai. Mm. Je pense aussi qu'il manque pour l'instant un petit le petit hit factor, tu vois, le truc un peu intangible qui dit ouais, cette équipe est vraiment dangereuse. Mais j'ai l'impression qu'ils ont la défense pour, ils ont une attaque pour, ils ont un joueur en Donovan Mitchell qui est, on en parlait entre nous la dernière fois, je me suis rendu compte par hasard, il est 7 ou 8e meilleur scoreur all-time des playoffs en moyenne de points. Donc c'est un mec qui a prouvé qu'il pouvait gagner des matchs de playoff pour son équipe, comme il l'a fait, c'était l'an dernier dans la série contre Orlando, si je ne me trompe pas, avec les blessures, etc. Donc j'ai l'impression qu'il y a tout qui est rassemblé. Et moi aussi, en fait, sur ce côté un peu intangible, je pense que je serais tenté de mettre Boston devant, malgré tout, parce qu'ils ont déjà été champions, et que tu dois toujours quand même donner... c'est un vrai truc. Quand tu as été champion, c'est un vrai truc. Tu es quand même une équipe que tu peux pas sous-estimer. Donc je mettrais Boston devant, mais je serais pas si surpris que ça si Cleveland allait en finale. En fait, moi, par exemple, Cleveland, je les traiterais vraiment pas comme les Hawks, tu vois, qui étaient très forts. J'ai l'impression qu'on est vraiment sur une très très belle équipe. Et pour être un peu comme Théo, alors après, moi, ça me gêne plus qu'ils soient dans la même conférence que Boston. D'ailleurs, petit aparté, Boston est la seule équipe de la ligue qui est dans le top 5 des attaques et des défenses. Généralement, quand tu es dans cette catégorie, tu es grand favori pour le titre. Il n'y en a qu'une seule équipe qui est top 5, attaque-défense, c'est Boston. Mais comme Théo, je pense que Cleveland, mine de rien, en fait, Cleveland, limite, ouais, je suis d'accord avec toi, Chat, il y a peut-être le truc des pépins ailleurs, mais il y a un autre facteur, c'est ton équipe qui prend feu à 3 points pendant 2 mois. C'est comme ça que le Heat est allé en finale. Hein. Le Heat de 2023, c'est littéralement ça. C'est des mecs qui prennent feu à 3 points de nulle part pendant 2 mois. Si Cleveland, il y a Donovan Mitchell, Darius Garland, un ou deux autres mecs qui, pour X ou Y raison, sont indécents à 3 points pendant la campagne de playoff, bah là, tu vois, même en n'ayant pas un top 5 player et tout, c'est une équipe qui peut clairement battre tout le monde, quoi. Ou à l'inverse, pour les pépins dont parlait Shai, pour une équipe comme Boston, il suffit que tu aies
tu tombes à un moment où tu sais pas pourquoi tu mets pas tes 3 points 2 matchs de suite, et ça inverse complètement ta tendance, quoi. Ouais. C'est clair. Moi, je pensais plus à des blessures sur les équipes rivales, mais ouais. Mm. Attends, je répète hein, que je pense que c'est pas du tout impossible, mais je me rangerai un peu de ton côté, Théo, à dire qu'ils ont un shot pour la finale, mais que dans tous les cas, je les verrai pas gagner. Ouais, un petit peu plus. on les imagine pas Ouais. soulever le trophée, quoi. Ouais, c'est ça, ça paraît, ferait. Après, est-ce qu'on imaginait les Raptors soulever le trophée, même avec Kawhi dans un premier temps? En tout cas, à ce stade, Bah en non, saison mais- régulière, on non. les imaginait pas. Mais Ouais. là aussi, non, il y a eu clairement. c'est ce que tu disais, il y a eu un concours de circonstances malgré tout, hein. Ouais, et quand je dis ça, en fait, je retire rien au fait qu'ils soient champions et à leur mérite. Ouais. Mais il y a quand même eu un certain nombre de circonstances, et il y en a tous les ans, en fait. Un certain nombre de circonstances, que ce soit les années où Giannis est blessé à l'orée des playoffs pour les Bucks ou autres. Et après, ça demande quand même d'être capable de saisir ces opportunités pour aller le plus loin possible. Deuxième aparté très brièvement sur cette équipe des Raptors. Clairement, il y a la blessure de Kevin Durant et celle de Klay Thompson, sinon jamais les Raptors gagnent. Mais cette équipe des Raptors, elle a un nombre incroyable de très bons joueurs, en fait, mais on s'en rendait pas forcément compte parce qu'il y a Kawhi, Pascal Siakam qui est devenu All-Star, Kyle Lowry, Marc Gasol, Norman Powell, Van Vliet. Van Fleet. Tu vois, il y avait vraiment beaucoup de talent au final dans cette équipe des Raptors, quoi. Ouais, c'est sur l'instant, même avant les playoffs, si on prend au même stade de la saison. Danny Green, Serge Ibaka, OG Anunoby, pardon. Enfin, Ah ouais, non, mais c'est vrai que là, quand tu regardes après coup, l'effectif, faudra faire un arc rédemption pour les Raptors 2019 dans quelques années. Alors, on parlait de Boston, donc du coup, je me permets d'enchaîner avec une question qui concerne les Celtics, une question d'Edgar, qui est en 2 temps. Imaginez-vous, vous êtes GM des Celtics. Une grosse embrouille irréparable à la Draymond Green, Kevin Durant survient entre Jaylen Brown et Jason Tatum. Qui gardez-vous entre les deux? Et je vous poserai ensuite la deuxième qui découle de votre réponse. Je trouve ça presque insultant qu'on pose la question, moi. Pourtant, j'aime bien Jaylen Brown, hein. Mais honnêtement, Jason Tatum, il est beaucoup plus talentueux. Enfin, non, il n'est pas beaucoup plus talentueux. Il est plus talentueux. C'est Jason Tatum, la base de l'équipe, quand même. Comme toi, en fait. Je vois pas pourquoi ça se produirait, mais effectivement, même si. En fait, c'est une question qui. En fait, elle est insoluble, cette question, parce que c'est sûr que Jason Tatum, je pense, est le meilleur joueur, et le plus talentueux. Et pourtant, Brown a un impact qui est. Non, quasi similaire. En fait, c'est différent. Non. Je vais aller plus court parce qu'on pourrait faire tout un podcast là-dessus. En fait, c'est vraiment intéressant. Cette question, elle sera jamais. Finalement, ça fait partie de leur identité, et de leur histoire commune. Mais oui, je garderai Tatum. Je pense aussi, et du coup, je ferai le même choix que vous. Et il y a sa deuxième question. Si vous avez choisi de faire partir Jaylen Brown, je pense connaître votre choix. Il avait bien vu. Imaginons que les Spurs voient l'embrouille et sautent sur l'occasion en pensant entourer Victor Wembanyama correctement. Pensez-vous que Jaylen Brown serait le type de bon choix pour fit avec Victor Wembanyama? Niveau talent, ça serait extraordinaire comme deuxième option, hein. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de mauvais fit en fait pour Jaylen Brown. En fait, Jaylen Brown, il a ce côté un peu étrange où tu as l'impression que c'est un peu. Il va faire du Jaylen Brown en fait. Quelle que soit la circonstance, la situation, j'ai l'impression que tu peux le mettre dans n'importe quelle équipe quasiment, quoi. Ouais, bah, oui, je pense aussi. Après, je pense qu'il se demandait si c'est. Qu'est-ce que là, vu la valeur actuelle de Brown, qu'est-ce qu'il faudrait pour que les Spurs que les Celtics veuillent bien. Bon là, on parle d'un contexte où il y aurait eu embrouille et où il faudrait l'évacuer au plus vite presque. Ouais, il y aurait Vassell et des pics, quoi. Il voudrait Vassell qui serait capable de faire à peu près la même chose dans un registre, dans un degré moindre, mais tu vois, dans un profil un peu similaire. Je sais pas, Vassell, des pics. Il y a peut-être même 2 joueurs qui partent, hein, Vassell. Oui, il n'y a pas que Vassell. Oui, non, il n'y a pas que Vassell, hein, oui, bien sûr. Ça sera ça. Mais honnêtement, je pense que oui, si ton objectif, c'est vraiment d'être compétitif tout de suite pour avoir objectif le titre, je ne sais pas si ça sera le cas des Spurs l'an prochain, bah oui, je pense que peut-être à Fox, Brown et Wembanyama, bah oui, tu peux, enfin, tu peux être ambitieux, quoi. Bon, de toute façon, tout va bien a priori pour les Boston Celtics. Ouais. Ils s'entendent bien ces deux-là en fait. Au bout du oui. Ouais, même au All-Star Game Ils encore, on a coexistent vu, bien. hein, tu Ouais. sens qu'il y a un truc, hein. Tatum, c'est le fameux, ils partiront peut-être pas en vacances ensemble, mais ils collaborent très efficacement sur le terrain. Ils ont l'air de vraiment se respecter en tout cas. Ouais. Ils auraient pas, en fait, ils seraient plus ensemble.
depuis longtemps si c'était pas le cas. Parce qu'en fait, on a vu toutes les situations où les mecs s'entendent pas, ça tient jamais aussi longtemps, quoi. Jamais tu t'encaisses d'avoir eu autant de désillusions et tu restes ensemble. C'est obligé que ça explose. Et c'est un truc qui est vrai de n'importe quelle équipe, ça. Je veux dire, même à des niveaux très amateurs, en fait. Tu peux te supporter tant que ça gagne avec des mecs que t'apprécies pas. Mais quand tu commences à enchaîner des défaites ou que tu as des gros revers, c'est là que les abscesses percent et que les choses éclatent. Donc moi, je pense qu'ils s'entendent. Malgré tout le storytelling qui est autour, je pense qu'ils s'entendent bien. Oui, ouais, on l'a clairement. Après, la réponse sur la valeur même de Jaylen Brown, c'est difficile Est-ce que ça pourrait être une première option n'importe où on saura peut-être jamais. Lui, ça fait partie des joueurs un peu mystérieux dont on saura vraiment que dans quelques années quelle trace il laissera, parce que au final, il a un MVP des finales. Il était le meilleur joueur sur ces finales d'une équipe championne. Moi, je suis curieux de voir si ça peut. C'est un peu malsain parce que c'est bien. Moi, je suis à la fois fan des joueurs qui s'accrochent à une franchise, qui demandent pas à partir tout le temps, des projets longue durée. En même temps, on peut pas s'empêcher de se demander qu'est-ce qu'aurait fait un tel dans telle ou telle situation. Donc, bon, en tout cas, fan des Boston Celtics, tout va bien. Ce n'était que une hypothèse soumise par Edgar. Mais attends, du coup, oui, je rebondis parce que ça, tu vois, c'est intéressant. Mais même Jason Tatum, on peut se poser la question en fait. Est-ce que ça peut être une option numéro 1 n'importe où, tu vois? Ça paraît plus évident. Je sais pas pourquoi, mais ça paraît plus évident que Brown. Moi, j'ai une autre question. Est-ce que Larry Bird, c'était le meilleur joueur des Celtics en 1981? En 1981? Ouais. Il est drafté. Il est là. Ouais. Est-ce que c'est le meilleur joueur des Celtics? J'ai pas le roster des Celtics 80. Ah, mais juste, il a pas été élu MVP des finales. Et c'est quand même le meilleur joueur des Celtics. Maxwell, ouais. D'accord. Oui. Parce que est-ce que les Celtics ils gagnent sans Larry Bird? C'est le meilleur joueur largement. Non, les Celtics ça me titille encore en fait jusqu'à aujourd'hui. Mais de quoi le fait qu'il est Matt Brown il méritait son titre de MVP, mais Tatum il a fait des finales aussi bien que celle de Brown en étant plus ciblé que Brown. Ça, tu vois, ça me fait mal pour lui en fait. Mais bon, il a l'air de pas être gêné justement. Tant mieux, tu vois. Moi, je trouve ça. J'ai pas été choqué que ce soit Jaylen Brown le MVP de ces finales-là, tu vois. Je trouve ça. Moi non plus. En fait, ça me dérange pas, en fait. Ça me dérange pas. Le seul problème, c'est qu'en fait, maintenant, quand on va voir que c'est Brown qui a été le MVP des finales, on va assumer, je sais pas pourquoi je le dis en anglais, on va assumer que Tatum n'a pas été bon, parce que vu que normalement c'est le meilleur joueur de l'équipe, pourquoi c'est pas lui qui a été élu MVP, tu vois. Et ça, c'est un truc qui, dans l'histoire, va me gêner, en fait. Sur l'ensemble des playoffs, sur l'ensemble des finales, c'est Tatum le meilleur joueur de Boston. Mais ça, il y a plein de fois. C'est comme Iguodala avec les Warriors, c'est comme Tony Parker avec les Spurs. Je suis désolé. En 2007. Il est exceptionnel pendant ces finales. Il est exceptionnel. Et bien sûr que c'est une des principales raisons pour lesquelles les Spurs sont champions. Mais en fait, tu retires Tim Duncan, la question ne se pose pas en fait. Donc ça, tu peux le faire quasiment de toutes les grosses équipes, tu vois. Et j'ai l'impression, mais tu vois, pour revenir sur ce débat, je pense que c'est beaucoup plus, parce que tu as dit, ouais, leur impact est similaire. Je suis pas d'accord, hein. Je pense vraiment que Tatum, il a plus d'impact que Brown. Je pense que je suis revenu en fait. Ouais, parce que tu peux plus facilement retirer Brown de cette équipe que Tatum. C'est-à-dire qu'en fait, non, leur impact n'est pas similaire, mais ils ont tous les deux un impact qui est énorme en fait. Et je pense que effectivement, l'impact de Tatum, il est plus global. Il n'est pas uniquement sur son scoring, sur son. Il se diffuse à toute l'équipe plus que celui de Brown. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est un joueur que tu peux mettre dans n'importe quelle équipe parce qu'en fait, il a ce côté un peu où tu as l'impression que c'est comme un soliste au sein d'un collectif en fait. Il va mettre ses points, il va défendre, mais en fait, il pourrait le faire dans tout un tas de circonstances et c'est vrai que ses responsabilités sont moindres que celles de Tatum. Très bien. Question suivante de Massil, qui commence par un mea culpa. Il me dit « J'ai longtemps qualifié Jaren Jackson Jr. de joueur surcoté. Même si je n'aime pas ce terme, peut-être parce que je considère qu'il a un peu eu son titre de DPOY sur le nombre de contres par match en 2023. Big up à Anthony Davis pour l'argumentaire, et parce que sa sélection de tir la saison dernière m'a rendu malade, même si je sais, il a joué avec des joueurs de G-League. Cette saison, je le trouve bluffant à un niveau et un rôle que je ne l'imaginais pas prendre. Comme disait Fred Hermel un soir de Ligue des Champions, pardon, je suis nul, ça parlera pas à Théo, mais c'est un journaliste, pour resituer, c'est un journaliste de foot qui avait critiqué Cristiano Ronaldo, et je crois que sur le match d'après il met un triplé, et donc il
Il nous a fait une emphase pardon, je suis nul et il s'excusait platement à la radio. Et vous, avez-vous un mea culpa à faire, un joueur que vous avez vu trop haut ou trop bas, par exemple? Bon, moi, j'ai été un haters de Jaren Jackson Jr. Et clairement, et est-ce un hasard que Jaren Jackson Jr. est éligible à une extension de contrat? Je ne pense pas. Voilà, je vous le dis. Parce que moi aussi, je suis bluffé par Jaren Jackson Jr. cette saison. C'est le meilleur joueur des Grizzlies cette saison. Encore plus fort que Ja Morant, en plus d'être plus régulier et plus fiable physiquement. C'est vraiment le meilleur joueur de Memphis. Alors qu'avant, moi, pareil, vraiment, il y a des matchs, je me disais, mais qu'est-ce que les gens lui trouvent, quoi? C'est vraiment le joueur le plus surcoté de la ligue. Il y avait un truc, et non, il fait une très belle saison. Ce qui lui a fait mal, c'est le. Il va signer, il va prendre son argent. C'est Team USA. C'était il était cata. Même avec Memphis, il y a des saisons, c'est terrible. Il fait 3 mètres et il prend 5 rebonds par match. Les gens qui reprochent à Wembanyama de prendre plein de tirs à 3 points, il y a Jaren Jackson Jr., il y a eu des moments, fallait s'accrocher, hein, mais parce qu'en plus, c'est pas la même mécanique, c'est pas la même efficacité, mais là, cette année, il est bon dans tous les domaines. À part peut-être au rebond, mais sinon, il est bon dans tous les domaines. Est-ce qu'un joueur à part Jaren Jackson, toi, si tu dis Jaren Jackson Jr. aussi? Ouais, je pense, ça me serait venu direct en tête, ouais. Ou déjà, est-ce que t'es sûr qu'il est pas surcoté? Est-ce que c'est pas parce que t'as quand même dit que c'était l'année de son contrat? Non, là, il est plus surcoté, mais je suis pas surpris que ça coïncide avec une échéance contractuelle. Et toi, Théo, est-ce qu'il y a un joueur que tu penses pas nul, mais que tu voyais vraiment pas très très bon et dont tu as été surpris, pour lequel tu as presque dû faire un mea culpa? Il y en a tellement souvent, je pense que, tu vois, le plus récent, c'est Stephen Castle, où j'avais pas été... j'ai été très sceptique sur le début de saison, et effectivement, je pense qu'il a un très beau potentiel. J'essaie d'en trouver. Putain, il y en a plein, tellement en fait, que j'ai du mal à mettre le doigt dessus. Si, on en parlait un peu la semaine dernière. James Harden, je pensais que c'était vraiment fini en fait, et que même son impact en saison régulière pouvait plus être aussi important que celui qui est le sien cette année. Il fait une très belle saison vraiment, et je parle pas uniquement individuel, je parle dans le succès des Clippers. Je pensais que c'était fini ça. J'essaie d'en chercher d'autres si tu en as sur le bout de la langue, Shai. Ouais, sur un très récent, j'en ai parlé aussi. J'ai cité Amen Thompson parce que je pensais pas que même les jumeaux, en fait, bon, hasard, c'est une trajectoire un poil différente, mais Amen Thompson, je pensais pas du tout qu'il serait bon. En tout cas, aussi prometteur. Et puis vu que la question était posée dans le sens inverse également, j'ai mis du temps à quitter la Frank Ntilikina Island en pensant que ce serait un lockdown defender en NBA en plus d'un joueur complet. Donc voilà, ça c'est pour mon erreur dans l'autre sens. J'en ai un autre quand même, mais c'est pas que je pensais nul, hein, mais c'est Anthony Edwards. Sur les premières saisons, en fait, moi aussi. Je voyais pas la trajectoire comme ça. En fait, je voyais comme un athlète hors du commun, comme potentiellement effectivement un très bon scoreur, mais j'étais pas certain qu'il y aurait la corrélation avec le fait de pouvoir faire gagner une équipe. Pareil, et même il y a quelques années sur Booker. Genre, tu vois, et pour rester dans cette mode des arrières scoreurs, l'évolution en cours de Tyler Hero, je l'avais pas vu venir non plus, je pense. Ouais. Après, c'était plus dur de la voir, celle de Tyler Hero, parce qu'il était blessé en fait. Il y a le moment où ils vont en finale en 2023, tu sais, même on se pose la question de savoir est-ce qu'ils ont besoin de Tyler Hero, etc. Tu vois, même je me rappelle avoir eu cette tech qui semble folle. Tu sais, j'ai dit aujourd'hui, si tu te rappelles, je sais qu'on avait parlé en tout cas ensemble, Antoine, j'ai dit aujourd'hui, si t'es Miami, tu préfères avoir Austin Reeves ou Tyler Hero? Parce qu'effectivement, Austin Reeves était en pleine ascension. Tyler Hero, on l'avait pas vu sur un terrain depuis longtemps. Et effectivement, on en reparlera bientôt de Tyler Hero un peu plus en détail. Mais sa transformation physique depuis sa blessure a énormément impacté son jeu. Vraiment. Ça aurait été marrant qu'il y ait quelqu'un qui nous dise ouais, Michael Jordan, j'y croyais pas du tout. Et il y en a forcément. Heureusement, on n'était pas dans le paysage à l'époque, on n'a pas pu se planter. Mais petit jeu proposé par Anthony du 07 qui nous dit je vous sens tendu après la trade deadline et énervé après le All-Star Weekend. Donc je vous propose de vous détendre un peu et de tester vos connaissances à travers quelques affirmations. À vous de me dire si elles sont vraies ou fausses. Vous avez juste à dire vrai ou faux. Selon Shaq, l'Italian Magic est espagnol. Il faut savoir si la quote est vraie. Ouais. Enfin, si Shaq a vraiment dit ça, c'est ça quoi. Si Shaq a vraiment dit que l'Italian Magic. Je pense que oui. C'est vrai. C'était vrai. Mais de qui il parlait?
Il s'agit du surnom qu'il a donné à Ricky Rubio quand il arrivait sur la scène NBA. Voilà. Terrible, c'est Pas très senior. Alors là, c'est pas une citation, c'est un fact. Avec 3 nationalités, Joachim Noah aurait pu jouer pour 3 équipes nationales. Vrai. Oui, Suède, États-Unis et France. Magnifique. Non. C'est la bonne réponse. La Suède étant la nationalité de sa maman. Et d'ailleurs, est-ce qu'il aurait pas pu jouer pour le Cameroun, d'ailleurs, aussi? Parce qu'est-ce que Yannick Noah a la nationalité déjà? Je pense pas, en fait. Avec son père, mais il aurait pu l'obtenir, peut-être. Mais... Il aurait peut-être pu l'obtenir. Curry est un joueur exceptionnel qui a déjà fait une saison à 100% de réussite à 3 points. Ah! Ça doit pas être Stephen Curry. T'as juste dit Curry, hein. Il y a une douille. Il y a une douille. Il y a un Curry qui a dû faire une saison où il a mis 2 tirs à 3 points et puis... C'est effectivement la bonne réponse. C'est vrai. Il s'agit même de son pourcentage en carrière, mais pas pour Stephen, mais pour Eddie Curry. En même temps, son ratio est de 2 sur 2 en 12 ans de carrière. J'aurais jamais misé sur ce Curry-là. Quoi. Il est venu en tête et je me dis, non, ça va pas être... Ensuite, Nico Harrison a tenté de trader un talent générationnel de 25 ans contre Jean-François Dubois, ailier fort de 42 ans jouant en N2 avec une hygiène de vie irréprochable. Je crois qu'il était juste après les Lakers dans la liste. Si Pelinka avait dit non, c'est ça. Anthony nous dit, vers Jean-François. Anthony nous dit aucune certitude concernant cette affirmation. Il l'appelait JF et qui est Réfé. Le cousin de Nino. Oh, ref moderne là. Ça se voit que t'as des enfants, Théo. C'est ça la haute culture, exactement. Totalement ruiné, seulement 2 ans après la fin de sa carrière, Antoine Walker s'est reconverti dans le conseil de gestion des finances pour anciens sportifs. Pitié que ce soit faux. Et en même temps, je l'ai vu justement donner des conseils, parler de son expérience, donc je sais pas si c'est vrai ou faux. Quoi. Mais ça doit être vrai, mais... C'est totalement vrai, il conseille les sportifs actuels. Mais alors, on comprend un peu d'où ça vient, c'est qu'il lui a fait des erreurs énormes, il a été complètement ruiné, et donc il veut essayer de leur expliquer qu'il faut pas... leur expliquer les dangers à éviter. J'espère qu'il leur donne pas des... Vas-y, non, j'allais dire j'aimais beaucoup ce joueur, mais c'est juste parce qu'il s'appelait Antoine. Mais... J'espère qu'il leur donne pas des conseils de nutrition au passage, parce que l'après-carrière était aussi compliquée en cuisine que la carrière, ça laissait déjà entendre qu'il allait avoir parce que tout au long de sa carrière, tu vois l'évolution physique quand même. On fera un jour un classement des futurs gros post-carrière. Alors, la suivante. Pour avoir refusé de couper ses cheveux, Fabrizio Oberto n'a pas pu participer à la Coupe du Monde 2002 avec l'Argentine. C'est vrai, je crois. C'est vrai, je crois. Je crois que c'est vrai. Totalement faux. Il s'agit du footballeur Fernando Redondo. Ah putain, je savais qu'il y avait une histoire de cheveux. Une histoire comme ça, voilà. Mais oui. Il n'y a pas le détail, mais moi je peux vous le dire, parce que c'était l'équipe que je préférais en 98, l'Argentine. Passarella, le sélectionneur, avait demandé à tout le monde de se couper les cheveux un peu de manière militaire. Il y a plein d'Argentins avec les cheveux longs à cette époque-là. Ils se sont tous pliés à la chose, sauf Fernando Redondo, donc qui n'a pas participé. Un génie, genre fantastique, au Real Madrid notamment. Fabricio Oberto, qui était le joueur favori de mon épouse, donc. Ah ouais. Ouais. Donc, j'ai pu voir notamment avec Valencia quand il était encore en Espagne, joueur incroyable. Shaquille O'Neal possède le record de lancers francs loupés en un seul match, 23 sur 36. J'ai envie de dire oui, parce que cette stat, elle est dans un MOOC récent. Je sais plus si c'était Shaq ou pas qui avait le record. Non. Drummond, non Tim Hardaway, c'est Tim Hardaway qui a le record. Non, Tim Hardaway, c'est le nombre de tirs ratés. C'est le nombre de tirs. Moi, j'aurais dit que c'est Drummond. C'est tir raté, ouais. C'est bonne réponse d'Antoine, donc l'affirmation était fausse, la stat est bonne, mais le record est détenu par André Drummond. 23 tirs ratés sur 36 tentatives en lancer franc. D'accord, mais ça, c'est pas au lancer franc, mais je crois que Tim Hardaway a un record qui tient toujours catastrophique en play-off du plus grand nombre de tirs ratés, ou un truc comme ça, ouais. C'est 14, je crois, Tim Hardaway, non, c'est pas un truc comme ça, ou 17, je sais plus, ça me parle aussi, ce truc-là. Josh Hart possède le record du nombre de minutes jouées sur un seul match en NBA, 59 lors de la saison 2021-2022. Non, en saison régulière alors, parce que Jimmy Butler, il a déjà joué 60, mais c'était en play-off. A priori, j'ai pas la précision, mais je pense que c'est ça. En tout cas, l'affirmation est fausse. Le record, c'est 69 minutes. Ça appartient à Dale Ellis, joueur des Sonics 189 lors d'un match à 5 prolongations. Il a passé
Il a passé 4 minutes sur le banc. Dans ce match, il a inscrit 53 points. Voilà. J'allais pas dire dès l'hélice, mais j'allais dire ça doit être un truc plus vieux que ça encore. Il y a eu des finales avec 3 prolongations, des matchs des années 60 où tu comprends pas ce qui s'est passé. Il y a une saison où Will Chamberlain a tourné à plus de 48 minutes de temps de jeu en moyenne. Ouais. 48,5. Exactement. Donc C'était le grand-père de Tom Thibodeau, Jean-Michel Thibodeau, qui coachait l'équipe probablement. En 1978. C'est Will qui coachait. En 1978, Clifford Ray, pivot des Golden State Warriors, a sauvé le dauphin d'un zoo en insérant ses longs bras jusque dans son estomac pour lui retirer un boulon. Ouais, ça doit être vrai, ça. non, je dis non, ça semble trop fou. Pourtant, c'est vrai. Une histoire comme ça ne peut pas s'inventer, nous précise Anthony, effectivement. Alors, on ira vérifier. Je ne suis pas allé vérifier, mais on te fait confiance, Anthony. Hein, on espère que c'est pas un mensonge. Et enfin, il en reste 2 petites. J.R. Smith a déjà déféqué dans les sneakers d'un coéquipier. Alors lui, non, mais André Blatch ou Gilbert Arenas l'a fait et Shaq aussi. Je crois que c'est Shaq et Arenas, je crois. C'est Arenas qui l'a fait, effectivement, dans les sneakers d'André Blatch. Tout à fait. La camaraderie, le groupe vit bien. Et enfin, les draftés de 1984 comptent 5 médailles olympiques. Oui, parce qu'il y a Carl Lewis. Bien joué, Antoine, trop chaud sur les quiz. Oh, c'est beau ça. Trop chaud sur les quiz. Ils en comptent en effet 6, 3 pour Michael Jordan, 1 de Barkley, 1 Stockton, mais il faut rajouter les 9 médailles d'or et 1 d'argent. Ah non, c'est 16, pardon, en tout. Désolé. Okay. Ils en comptent 16 en tout. Tous les médailles, tous ceux qui étaient en 84 ont totalisé 16 médailles olympiques. 3 pour Jordan, 1 pour Barkley, 1 pour Stockton. 10 médailles au total pour Carl Lewis, qui a donc été drafté cette année-là. Et il y a aussi, ça on le sait moins, la médaille d'argent au volleyball de Mike Whitmarsh, 111e choix de la draft. Ça, c'est effectivement, là, par contre, celui-là, je l'avais pas. Gros trivia. Un précurseur de... Comment il s'appelle Chase Budinger. Voilà, qui était dans... Je sais que c'est la même draft que Batum. Ouais. C'est ça. Et on enchaîne avec un petit start bench cut de Maxime de Dijon, qui nous dit qu'il a un petit start bench cut à nous proposer. Adam Silver compte sur nous pour prendre cette décision importante pour l'avenir. Ça concerne 3 propositions assez saugrenues, nous dit-il, qui sont évoquées en ce moment en NBA. Donc vous devez les classer en start bench cut. En 1, mettre en place la ligne à 4 points car la Ligue de Singapour est tellement sexy qu'elle est en train de concurrencer la NBA. 2, supprimer les mi-temps parce que Joe Mazzulla, coach des champions en titre, trouve que ça ne sert à rien et qu'on gagnera du temps. 3, raccourcir les cartons à 10 minutes car si la NBA veut arriver en Europe, autant uniformiser le temps des matchs. Tant pis pour les records all-time. Donc faut choisir ce qu'on préférait, ça ? En start bench cut, ou en gros ce que vous voulez classer ce qui est le plus probable, quoi. Ouais. Voilà. Moi, je prendrais supprimer les mi-temps, raccourcir les cartons et je couperais la ligne à 4 points. Exactement pareil. Je réfléchis. Si on pouvait supprimer les mi-temps de tous les matchs, ça sert à rien. Ça sert à rien. Une fois que les arbitres fassent comme au match amateur, là, ils viennent voir les coachs, ils disent ouais, on reprend dans 5 minutes, ça vous va parce que j'ai mon dernier horaire qui part après. Ouais, non, mais après, d'un point de vue spectateur, oui, c'est mieux qu'il n'y ait pas de mi-temps. Pour les joueurs, je sais pas si. Non, si, comme vous, je starte la suppression des mi-temps. Les cartons en 10 minutes, pourquoi pas, et non, et j'ai pas envie de la ligne à 4 points. Donc, je dis comme vous, voilà. Question de Tommy. J'ai d'abord une proposition basket, puis une question hors basket pour vous. Alors, il veut juste votre avis, savoir s'il faut sans doute qu'il l'envoie à Adam Silver ou pas. Hein. Pas besoin forcément de détailler là-dessus. Sur le All-Star Game dont on a beaucoup parlé récemment, je suis content de voir un début de hype pour un potentiel tournoi de 1 contre 1, on en a déjà parlé aussi. En lisant les divers avis des joueurs, un constat revient presque à chaque fois. La semaine du All-Star Game est un break et ils veulent du repos. Je pense que rajouter un tournoi de 1 contre 1 en plus du match serait en trop. Du coup, j'aimerais qu'on supprime le match du dimanche pour un tournoi 1 contre 1, mais en équipe, dans l'esprit de la Coupe Davis. 12 All-Stars à l'Est, 12 à l'Ouest, avec un capitaine de chaque côté. Pile ou face entre les 2 capitaines, celui qui gagne décide de choisir son premier joueur de 1 contre 1 ou laisse le choix à l'autre équipe. Exemple, premier match de l'Est, on désigne Donovan Mitchell, l'Ouest choisit qui mettre en face, par exemple Stephen Curry. Pour le deuxième match, c'est l'Ouest qui dévoile son joueur en premier et l'équipe Est qui choisit en connaissance, ainsi de suite jusqu'au 12e match. Chaque joueur ne peut être désigné qu'une seule fois pour des 1 contre 1 de 15 minutes maximum. Chaque victoire rapporte 1 point pour sa conférence. À la fin des 12 matchs, on compte les points et en cas d'égalité, on joue un match décisif en choisissant un joueur sans connaître le choix de l'autre équipe. J'espère avoir été clair. Qu'en pensez-vous ? Moi, j'aime bien, mais je remixerai un tout petit peu. J'en ferai pas que du 1 contre 1. Je ferai mais justement, il y a 12 All-Stars, mais
on va jouer quelques manches en 1 contre 1, on va en jouer en 2 contre 2, on va en jouer en 3-3. Voilà, et comme ça, on sélectionne en fonction et on essaie d'être stratégique. Mais avec le même esprit, les mêmes idées de, ok, lui, ils ont mis lui, qui sait qu'on lui met en face, etc. J'aime bien ça aussi. Mais peut-être pas à la place du match, hein, mais ça me plaît. En tout cas, l'idée me plaît. Pardon, vas-y Théo. Non, j'ai 2 trucs en tête. Moi, sinon, je serais pour garder le match, mais que les gens, s'ils veulent pas jouer, bah, c'est pas grave, ils ont le droit de pas jouer, mais du coup, ils sont pas All-Star et que tu le mets plus dans les palmarès, etc. Et que tu prends des gens qui veulent jouer le match. Mais sinon, moi, il y a un concept que j'avais adoré, c'est dans des tournois de Jiu-Jitsu, ça s'appelle Quintet, où tu as 2 équipes de 5 qui s'affrontent, et en fait, à chaque fois, c'est du 1 contre 1, donc ça pourrait le faire pour le basket. C'est un peu le même principe au début, une équipe choisit un joueur qui rentre sur le terrain, l'autre équipe choisit un joueur, et en fait, le joueur qui gagne reste sur le terrain. Donc après, il va affronter le deuxième de l'équipe adverse, et ainsi de suite, et l'équipe qui gagne, c'est celle qui a toujours un joueur en activité. C'est un mix de King of the Court et de ce truc-là du Jiu-Jitsu, ouais, ok. Et je trouvais ça assez cool, en fait, parce que tu as un côté stratégie de qui tu vas envoyer en premier ou pas, etc. Et puis, il y a le côté, bah, tu gagnes, tu restes, qui me plaît bien. Où tu fais la roulette comme au judo avec les Français et ça tombe sur Teddy Riner. Teddy Riner, tu vois, hop, ça tombe sur Nikola Jokic contre un meneur d'1m75, ça peut être marrant. Mais en tout cas, je trouvais l'idée assez inventive. Donc merci à Tommy de nous l'avoir partagé. N'hésite pas à l'envoyer à Adam Silver, même si je ne sais pas si ce sera retenu. Et Tommy avait une question hors basket, parce qu'il nous dit: je me régale de vos références séries et sitcoms durant la late et les CQFR, Malcolm, Brooklyn Nine-Nine et autres. Bref, que des séries que j'adore, sauf une pour laquelle je n'ai jamais réussi à m'accrocher, The Office. S'il vous plaît, donnez-moi envie de retenter le coup avec cette série. Ah, ça c'est pour toi, Shai. Moi, j'ai pas regardé. Après, je ne sais pas si tu as regardé The Office, mais... Moi, j'avais vu le début, mais de la version de Ricky Gervais. Ah oui, l'original. La première saison, j'ai jamais vu la version US, mais ça m'avait bien plu, mais j'ai pas regardé en entier non plus, quoi. C'est une série culte. Moi, The Office, j'adore, mais j'ai mis du temps à m'y mettre. Ça fait pas très longtemps que j'ai vu la série. En fait, je l'ai vu bien longtemps après l'arrêt de la série. Je m'y étais mis une première fois, sauf que j'avais pas accroché plus que ça, parce que ce qui est particulier, c'est que la saison 1, je crois que c'est 4 ou 5 épisodes, et que c'est une sorte de long pilote qui est pas si fidèle que ça à ce qu'il y a dans la suite de la série. Ils étaient pas sûrs d'être sélectionnés pour continuer, donc voilà, ça peut paraître un peu plan-plan, un peu lent, mais après, par contre, c'est génial, quoi. Le jeu des acteurs, Steve Carell. C'est sur la version originale ou non, la version US? Non, la version qui a encore plus marché du coup à l'échelle mondiale, parce que alors j'ai pas vu l'original de Ricky Gervais. J'adore Ricky Gervais, mais j'ai pas vu la version british de The Office. Mais ce qui est génial, ce qui est fou dans The Office, c'est que ça a l'air hyper ennuyeux. Ils sont dans un bureau. Tu te dis bon, pourquoi qu'est-ce qui fait que je vais m'impliquer là-dedans? Mais en fait, moi, à la fin, j'étais hyper impliqué dans la vie de ces gens-là, comme si c'était mes propres collègues de boulot. Il y a le côté faux documentaire avec les blagues qui se font. Voilà, j'adorais. Et le héros, donc joué par Steve Carell, au début, il est détestable. Tu peux pas le saquer. Et je trouve que c'était un frein vis-à-vis de la série. Et en fait, après, petit à petit, tu as de l'empathie, quoi. Et puis pour les fans de basket, il y a un épisode qui est monumental. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais j'ai vu la scène, moi, simplement. Ah, elle est incroyable. C'est les commerciaux qui jouent contre les employés de l'atelier. C'est fantastique. Steve Carell qui met un bandeau, je crois, dans mon souvenir. Il y a des goggles. Il y a pas des goggles ou un truc comme ça? Il me semble. Il a un accessoire, en tout cas, c'est sûr. Ouais, mais c'est assez magique. Donc voilà, oui, Tommy retente The Office, c'est très très bien. Faut prendre le temps. C'est pas la série la plus rythmée et dynamique, mais il y a des scènes totalement cultes. Voilà. Question laquelle ensuite, question de Martin. Est-ce que Joel Embiid aura son maillot retiré aux Sixers et sera-t-il le premier MVP à ne pas aller au Hall of Fame? Je sais pas si Martin aime beaucoup Joel Embiid. Non, il ira au Hall of Fame. Moi, je pense qu'il ira au Hall of Fame. Parce qu'il a été MVP, parce qu'il a des stats. C'est 2 questions en une. Est-ce qu'il aura son maillot retiré aux Sixers et est-ce que ce sera pas le premier MVP à pas aller au Hall of Fame? Il y a un autre MVP qui est pas parti pour aller au Hall of Fame avant. Derrick Rose. Bien sûr. C'est plutôt la vraie question pour quel MVP sera. C'est Derrick Rose. C'est genre là, je suis allé checker du coup en même temps sur Basketball Référence. Son Hall of Fame probability, c'est 10% à Derrick Rose. Ah ouais. Moi, je pense qu'il y sera. Alors que pendant toute sa carrière, je me disais il y sera pas. Et maintenant, je suis quasiment sûr qu'ils le mettront quand même. Ouais, il y a moyen. C'est pour ça que je suis sûr que Joel Embiid y sera aussi. Et je regarde la probabilité d'Embiid, il est à 66 déjà. Ouais, c'est sûr, il y sera. Embiid, il va y aller. Il a retiré.
pas sûr. Ouais. Ça dépendra de comment se déroule Comment la ça se suite de sa termine. carrière. C'est autre chose. Mm. C'est autre chose. Ça s'est pas forcément bien fini pour Allen Iverson, mais il y avait quand même une connexion avec le public de Philadelphie qui me semble être différente de celle de Joel Embiid avec le public. Et pour le coup, ils sont à l'opposé, en fait, entre... Enfin, et là, il n'y a pas de jugement de valeur, mais entre le petit mec, le petit gars de même pas 1m80 qui joue avec des blessures dans tous les sens et tout, et qui laisse son cœur sur le terrain, quoi qu'il arrive, et puis le géant où tu dis tout le temps, on ne sait jamais s'il va jouer ou s'il va pas jouer, qui dit lui-même, je pense que je vais arrêter les back-to-back. C'est tellement différent que c'est assez marrant comme contraste. Et pour Derrick Rose, je sais pas, parce que Penny Hardaway n'y est pas. Il n'a pas été MVP, mais c'est compliqué avec toutes les blessures. Mais peut-être que Derrick Rose y sera maintenant. Il a le côté fame aussi, un peu marqueur sur une génération. Mais si Penny Hardaway y est pas, il y a que qu'est-ce qui les sépare vraiment à part un titre de MVP en fait? Déjà, c'est énorme. J'essaye. Penny, c'était mon genre préféré. J'essaye de voilà. Non, je comprends, mais c'est quand même vraiment énorme. Et tu vois, en fait, moi, j'ai continué d'être tout le temps étonné de voir quand même la connexion qu'il y a eu avec le public pour Derrick Rose. Ouais. Les gens l'adorent, en fait. Et même, tu vois, tout à l'heure, on parlait des coups de vieux quand tu as vu les joueurs arriver, repartir. Nous, on a vu toute sa carrière. Je pense que c'est un mec qu'on a plutôt bien aimé tous les trois. Et quand même, je suis épaté de voir la cote de popularité qu'il aurait eu jusqu'au bout de sa carrière, que ça soit par les fans, que ça soit par les médias, que ça soit par tout le monde, en fait. C'est un peu surréaliste, je trouve. J'y ai pensé d'ailleurs tout à l'heure sur la première question, à Derrick Rose qui joue plus. Oui. Ouais, c'est vrai. On l'a vu arriver, on l'a vu repartir malheureusement. Ouais. Et pour si pour le maillot, moi je pense quand même qu'ils vont le retirer après coup. Il faut se dire que dans 15-20 ans, ce seront plus les mêmes personnes à la tête des franchises. Ils se souviendront que c'est peut-être leur dernier en date à avoir été MVP pour peu qu'entre-temps, il n'y ait pas vraiment de période prolifique pour les Sixers. Je pense qu'il aura son maillot retiré, à mon avis. Oui, c'est possible, mais faut voir comment ça se termine, quoi. Ouais. Question de Bilal. Ma question porte sur la saison que réalise Kentavious Caldwell-Pope, du côté du Magic. Fraîchement arrivé l'été dernier à Orlando pour renforcer les lignes extérieures et rajouter du spacing à une équipe qui en manquait cruellement, j'ai l'impression que sa saison se relève finalement très oubliable, voire décevante compte tenu des attentes placées en lui. Côté stats, il réalise sa pire saison à 3 points depuis 2016, avec une adresse de 31%, alors que la saison dernière, du côté de Denver, il était à 40, avec à peu près le même nombre de tentatives. Concernant son impact général, je le sens beaucoup plus en retrait et moins efficace dans la plupart des aspects du jeu. Évidemment, son âge avancé, 31 ans, ça fait mal de lire ça, son âge avancé, 31 ans, peut peut-être expliquer cette baisse significative, mais je suis tout de même surpris et déçu pour Orlando. Que pensez-vous de sa saison et de sa situation actuelle? Pour vous, est-ce seulement une saison sans? Orlando doit-il se renforcer davantage cet été en allant chercher d'autres profils de shooters comme celui à la base de Kentavious Caldwell-Pope? Je tiens à dire. Je vais te laisser la parole, Antoine. Je vais commencer par dire qu'Antoine l'avait annoncé dès la signature. C'est ce qu'Antoine allait rendre ses lauriers. J'allais flamber et dire, je vous invite à regarder le CQFR juste après la signature et je sentais la carotte venir. Ça sent vraiment le genre de mec qui a gagné un titre, qui s'est dit, bon, attends. Mais il a pas pris tant de thunes que ça, en fait, à Orlando. C'est ça le truc qui me laissait un peu en mode, on sait jamais. Mais tu vois, il y a un peu le profil du gars, je suis champion. Allez, je vais pas me faire chier, je vais aller en Floride, il fait beau, je vais prendre ma thune. Mais l'avantage, avant, même. De quoi? Ouais, il avait déjà été champion. Double champion. C'est vrai, double champion. Il a déjà été champion avec les Lakers. 66 millions de dollars sur 3 ans. Et c'est ce qui est paradoxal, il n'a pas été si mauvais que ça à Washington d'ailleurs, après Los Angeles. Mais le truc, c'est qu'en fait, il y a peut-être encore un monde dans lequel il rebondit. Et surtout, il n'a pas signé pour tant que ça, donc de toute façon, tu peux toujours le remplacer. Il y a un moment, je pense, tu peux le transférer ailleurs et remplacer par un profil similaire. Et il se peut même que Kentavious Caldwell-Pope ailleurs, il retrouve un peu de sa superbe et qu'on se dise c'est un joueur fort Caldwell-Pope quand même. Ah ouais, regarde son CV. Mais voilà, juste à Orlando, c'est peut-être pas le bon contexte. J'allais y venir en fait. C'est ce qui fait la différence entre des role-players malgré tout et des stars, c'est qu'en fait, regarde même Bruce Brown, 2 joueurs qui ont été champions avec Denver, et c'est la difficulté de... Les deux, ils étaient dans un système où il y avait des joueurs beaucoup plus forts qu'eux, un système offensif aussi qui était... un système, un collectif qui faisait qu'on pouvait exploiter avant tout leurs points forts,
et que sur leur point fort, ils seraient en capacité de pouvoir briller. Et on voit la différence que ça fait quand tu n'es plus dans le même contexte, que les joueurs sont pas les mêmes, que moi j'aime beaucoup Jamal Mosley, mais offensivement, ça reste quand même un peu compliqué. Orlando, la manière de générer des points, etc. Et c'est... Alors, pour autant, j'en veux pas ni à Bruce Brown ni à KCP d'avoir pris l'argent. Ils ont raison. A fortiori, quand tu es un role player, tu vas pas avoir 3 fois de suite des opportunités de prendre ton argent. Donc, je comprends qu'ils aient fait ce choix-là, mais on voit vraiment la différence que ça fait quand tu joues. Voilà, quand tu joues avec Jokic ou à côté de Shaq, tu as plus de tirs à 3 points complètement ouverts que quand tu joues à côté de Banchero. C'est un fait. Bah, c'est en fait la saison de KCP est décevante. C'était un peu, il y avait pas de possibilité, il y avait pas d'autre possibilité. Je pense que soit c'est un franc succès, il apporte son expérience, sa culture de la gagne qu'il a développée ailleurs, et un échec total où il profite grassement de son contrat mérité, hein, il y a pas de problème. Mais malheureusement, c'est un peu la deuxième qui se produit. Là, tous les fans du Magic que je connais qui suivent bien, faudrait qu'on demande à Fred Young d'ailleurs ce qu'il en pense, mais c'est assez très 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 décevant, c'est maladroit en attaque, c'est pas si bon en défense par rapport à ce qu'on a connu avant, c'est aussi peut-être lié aux blessures et tout, hein. Peut-être qu'il est pas dans le contexte optimal pour être le meilleur la meilleure version de lui-même, mais c'est indéniable, c'est décevant, et il est pas tout seul dans l'équipe, hein. Les vétérans globalement dans l'équipe, je les trouve assez décevants. Mais et que doit faire le Magic? Oui, ils doivent peut-être s'ils peuvent s'en séparer, ou alors ils se disent que c'est juste un accident et que avec l'équipe au complet constamment ça fonctionnera. Mais ouais, dans tous les cas, même avec lui, je pense qu'ils avaient besoin de shooters. Ils ont toujours besoin de shooters, donc c'est un peu le profil shooter et joueur efficace offensivement et un peu productif. Voilà. Après, je sais pas si KCP est le problème en lui-même, en fait. C'est ça qui est compliqué dans le cadre d'une construction d'équipe comme Orlando. C'est que, voilà, je pense que c'est aussi parce que l'équipe est encore en train de se chercher, notamment offensivement. Ouais, bien sûr, c'est clair et net. Dernière question de la journée. Question que j'avais de côté, évidemment. Oui, alors question de Fabien, double question. Je suis le premier à ne plus en pouvoir de lire des articles sur le trade de Luka Doncic, mais je me pose quand même une question extra sportive. J'ai été assez surpris d'entendre un analyste sur une autre chaîne bien connue s'extasier d'une part suite au trade de Doncic au sein de son équipe, et d'autre part insister dans une autre intervention qu'il était inconcevable pour un fan de changer d'équipe. Certes, c'est compréhensible d'être satisfait de voir son équipe se renforcer, mais est-ce bien glorieux et légitime? On sait tous que le système de transfert a toujours existé en NBA et qu'il n'a jamais été aussi impactant qu'aujourd'hui. D'où ma double question. Premièrement, est-ce que le fait d'être un bandwagoner, donc rejoindre une équipe comme ça un peu en fonction d'une arrivée, est vraiment pire que d'être un fan inconditionnel d'une équipe? 90% des fans des Cavs, si ce n'est tous les habitants de Cleveland, l'ont été suite à l'arrivée de LeBron. Qu'était-il censé faire quand il est parti à Miami? Rester fan d'une équipe dans laquelle il n'y avait sans doute plus aucun joueur qu'ils admiraient vraiment, ou soutenir celle dans laquelle faisait partie leur joueur préféré? Et juste pour la forme, tant la question peut paraître absurde, est-il logique d'idolâtrer un joueur quand il joue dans une équipe X et de le détester le lendemain car il est parti dans une équipe Y? Alors déjà, c'est pas logique, hein. Je vais commencer par la deuxième. C'est parce que c'est irrationnel, en fait, le rapport qu'on a aux victoires et aux défaites de gens avec lesquels on n'a aucun lien. Donc tu pars sur un truc qui est complètement irrationnel. Donc oui, je pense que c'est pas logique, mais c'est comme ça. C'est comme ça qu'on est branché quand on est fan de sport. Pour la première question, on en a déjà parlé à plusieurs reprises. Moi, j'ai toujours aimé le basket plus que le reste. Donc en fait, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont les équipes jouent. J'ai été fan historiquement de Chicago parce que j'ai pris le train du basket avec Jordan, avec les Bulls, etc. Mais les Bulls actuels, j'en ai rien à carrer, en fait. Par contre, s'ils sont bons, bah, ça me rajoute un truc de plus. C'est pour ça que j'ai aimé Derrick Rose avec Joakim Noah, parce que c'était une franchise, une ville qui sont chers à mon cœur. Et en plus, ils pratiquaient un basket qui me plaisait, qui était dur. Et en plus, ils étaient bons. Donc là, toutes les cases sont cochées. Mais non, même l'année où j'en parlais il y a quelques semaines, l'année où ils ont fait une bonne saison régulière avec DeRozan et Lavine, non, j'étais pas fan des Bulls parce que le style de jeu me plaisait pas, je voyais pas où ça allait vraiment. Donc moi, j'ai aucun complexe à suivre des joueurs ou des équipes en fonction de la manière dont ils jouent. Si tu m'avais dit dans les années 90 que j'aimerais Denver,
j'aurais dit, mais de quoi tu me parles? C'est quoi Denver, quoi? Tu vois ce que je veux dire? J'en ai rien à faire de Denver, parce qu'ils ont un joueur incroyable, j'aime leur manière de jouer, donc j'aime Denver maintenant. Mais le jour où Jokic est transféré, j'en sais rien, il le sera certainement pas, mais si Jokic va jouer aux Warriors ou j'en sais rien, à un autre endroit où il développe le même type de jeu, moi, ce qui m'intéresse, c'est le beau jeu et les beaux joueurs. Donc j'ai pas de scrupules là-dessus. Ouais, moi pareil, on avait déjà exprimé, on s'était déjà exprimé sur le sujet, mais moi c'est plus dur pour moi de loin comme ça d'être à ce point attaché à une franchise. J'ai pu aimer des équipes différentes. Il y a des franchises que j'aime plus que d'autres dans l'ensemble, mais je trouve ça logique qu'on s'attache finalement plus à des joueurs, notamment vraiment au basket. Il y a encore moins de joueurs sur le terrain qu'au foot. On est plus déconnecté de la réalité des villes. Après, voilà, je ne reproche pas à certaines personnes d'être à fond sur une franchise, c'est leur choix. Mais je pense que tout est compréhensible, en fait. Je comprends les mecs qui décident d'être à fond dans une franchise et je comprends aussi ceux qui suivent un peu leur joueur préféré. Les fans des Cavs qui se sont attachés à LeBron, je comprends que derrière, l'idole, c'était LeBron, quoi. C'était pas les Cavs, tu vois. Donc, tout ça, je capte. Et ces mêmes mecs, aujourd'hui, sont sans doute pour les Lakers. Donc, moi, ça me choque pas d'être comme ça. Moi, je connais pas mal de gens qui ont choisi un peu, enfin, qui suivaient une équipe dans les années 90. Alors, moi, je peux prendre mon exemple. Moi, Orlando, je suis resté attaché. Je suis pas fan comme pour d'autres équipes de sport voilà, vous savez de qui je parle. Mais j'en connais pas mal, peut-être surtout dans cette génération-là, dans les années 90, qui étaient fans. J'ai un pote fan des Pacers, par exemple. Ça paraît bizarre, il n'y a pas d'attache. Il est jamais allé à Indianapolis, moi je suis jamais allé à Orlando. Mais on reste un peu sur un truc, ça fait un marqueur, une accroche, un truc auquel on se réfère, même quand ils sont nuls. La différence avec ce que je peux ressentir moi quand mon équipe de foot elle perd, c'est il y a une distance quoi. C'est si Orlando est nul pendant 10 ans, je veux dire bon bah ils sont nuls, c'est pas grave. Et par contre, je redeviens fan saisonnier quand ça se passe bien et qu'Orlando est bon tout simplement. Mais moi je comprends, ça m'a toujours un peu surpris de suivre qu'un seul joueur, et j'ai aussi des potes qui sont fans que de LeBron et qui ils vont être soutenir à fond les Cavs quand ils jouent aux Cavs, le Heat, les Lakers, et qui se foutent totalement aussi du maillot qu'ils portent. C'est deux façons de faire. Il y a pas de mauvaise façon de faire. Le truc qui peut paraître un peu lunaire, c'est quand ça a pu être le cas avec certains comptes de franchise FR en France, hein, sur Twitter notamment, d'être aussi véhément, virulent, parfois insultant pour des gens, tu le disais Théo, qui sont pas des c'est pas notre famille, on n'est pas sauf après si le mec est né à, je prends au pif, c'est pas du tout, je ne dis pas cette personne, j'en sais rien, si t'es né à Charlotte en Caroline du Nord, que tes parents sont de là-bas et que t'es allé là-bas en vacances, t'as un truc un peu voilà, un peu viscéral, et t'as le droit, je trouve, d'être un peu emporté, un peu virulent. Si c'est pas le cas, bon, c'est un peu dommage de s'emporter pour ça. Mais t'as raison, même pour les joueurs, en fait, c'est les histoires quelque part. Tu vois, par exemple, moi, j'ai adoré l'équipe d'OKC avec KD, avec Westbrook. J'aurais vraiment aimé, ça m'aurait fait plaisir qu'ils fassent tout le parcours ensemble, en fait. Et c'est vrai que Kevin Durant, qui est un joueur extraordinaire, en fait, le moment où il est parti, et c'est pas qu'il rejoigne les Warriors, moi, ça m'était égal, en fait. Moi, j'adorais le jeu des Warriors déjà avant Kevin Durant. J'avais pas besoin de Kevin Durant pour apprécier le jeu des Warriors. Mais limite, j'ai trouvé ça dommage, en fait. Je me suis dit, bah non, moi, j'aurais voulu voir ces confrontations avec Kevin Durant. Et Kevin Durant fait la carrière qu'il fait. Elle est très bien, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai plus forcément la même attache, alors que le joueur est resté le même. Parce que l'histoire, elle est moins cool, en fait, quelque part, que s'il était resté avec Westbrook et qu'ils avaient essayé de gagner un titre. Et c'est là où je reviens à la deuxième partie de la question, c'est que de toute façon, il n'y a pas de logique, en fait. C'est de l'irrationnel, c'est la manière dont on se projette. Tu vois, ce que tu dis, c'est très vrai, Shai. Tu vois, on sait que Wax est fan de Détroit, mais parce qu'il y a une histoire personnelle qui le lie aussi à la ville d'une manière un peu différente que pour nous, où tu vois, on n'a pas de... Enfin, je sais que tous les trois, on n'a pas de famille, particulièrement aux États-Unis, ce genre de choses. Et moi, après, voilà. Mais même pour le basket français, tu vois, j'ai adoré Cholet parce qu'ils avaient Rigaudot, Bilba et Warner. À partir du moment où les joueurs sont partis, je m'en foutais en fait. Tu vois, j'ai pas cette attache aux équipes particulièrement. C'est un contexte et c'est pas que le joueur en fait. C'est avant tout, je pense, la manière de jouer et un petit peu comment dire le. Ouais, parce que tu vois, quand Derrick Rose est parti de Chicago, bon après il avait été blessé, etc. Mais quand il est parti avec Joakim Noah pour aller à New York. Cette équipe de New York m'a pas fait kiffer particulièrement. Je n'étais pas excité à me dire ah bah maintenant j'ai kiffé Chicago donc je vais kiffer New York. En fait, ça dépend vraiment du jeu qui est développé. Ouais, je comprends totalement. Ouais, je pense que tout est acceptable, tout est compréhensible, juste pas d'excès irraisonnable. Ouais.
J'en vois de moins en moins quand même. Il y en a toujours un petit peu, mais voilà. C'était la dernière question, les gars, pour ce week-end. Yes, bah écoutez, on va s'arrêter là. Merci à tous, merci pour vos questions. De toute façon, dimanche, Hoop Culture avec Pierre Armand et Théo. Et lundi, Et un invité. CQFR du... Et un invité. Oh, suspense. Teasing. Donc, vous pouvez retrouver ça sur Basket Session demain matin. Et nous, on se retrouvera lundi pour un CQFR du week-end. Bon week-end à tous. Ciao. Ciao, bon week-end. Ciao. Game is out there, and it's either play or get played.